Le Maghreb et une bonne partie des pays de la planète sont confrontés à ce que j'appelle l'épreuve de la réconciliation entre les sociétés et leurs institutions politiques. Voilà. Le Maghreb en général, l'Algérie en particulier, ils sortent tous d'une période de l'histoire où les sociétés n'ont pas assumé le pouvoir, où ils ont été sous une domination extérieure, coloniale et française. La séquence de sortie de la présence coloniale, elle a enclenché un processus où les sociétés se réapproprient le droit de gérer leurs besoins, leurs attentes, et ça prend du temps. Donc on peut dire que la première génération des leaders qui ont émergé de la période coloniale, ce sont des régimes qui ont été marqués par l'autoritarisme. Qu'est-ce que c'est l'autoritarisme? Je vais résumer en caricaturant un petit peu. Ce sont des systèmes où la répression prend la place de la représentation. Les institutions liées à la répression policière, et quand je dis répression, ça va jusqu'à un mot très très important quand on veut comprendre le fonctionnement politique, quand on veut comprendre qu'après il puisse y avoir de la violence, ça va jusqu'à la torture. Quand la répression se substitue au mécanisme de la représentation politique, c'est-à-dire aux institutions qui permettent à des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, le cas échéant qui ont des différences en termes, je ne sais pas, ce n'est pas tellement le cas au Maghreb, mais linguistique, confessionnel, ethnique, berbère, arabe par exemple, si ça existe, eh bien ce sont ces institutions qui permettent à tous de se sentir suffisamment intégrés pour ne pas avoir envie d'adopter le langage de la violence. Eh bien cette phase de réconciliation de la société avec le système politique qui lui permet de vivre efficacement, elle n'est pas achevée dans cette région du monde. Et on a vu bien sûr des accélérations de l'histoire, des déchirures, des différences dans les solutions. La situation de la Libye n'est pas celle de la Tunisie, qui n'est pas celle du Maroc. Donc ça, je pense, c'est le premier grand défi. Une fois qu'on a résolu ce premier grand défi, même si nous avons un système de gouvernement éclairé, sympathique, non répressif, il y a toute la série des défis économiques et démographiques, c'est-à-dire que bon, il faut donner à manger à tout le monde. Alors ça, ces pays l'abordent de façon différenciée. Au Maghreb, il y a une différence très très nette entre un pays comme la Libye et l'Algérie, deux pays comme la Libye et l'Algérie qui ont une rente pétrolière, et puis ceux qui n'en ont pas. Mais ceux qui ont une rente pétrolière sont menacés par l'effondrement des prix. Une des raisons les plus évidentes des tensions qui traversent la société algérienne maintenant, c'est l'effondrement des prix du pétrole. Et le fait qu'on sait très bien que la rente pétrolière va arriver à terme, et que si on n'a pas renouvelé, comme l'ont déjà fait un tout petit peu plus les économies marocaines et l'économie tunisienne, l'origine de leurs ressources, eh bien, on va vers de nouvelles crises. Donc, une fois qu'on a résolu le problème institutionnel, alors j'aurais peut-être dû dire, dans le problème institutionnel, il y a un petit peu un problème identitaire. Où est-ce qu'on en est? Par exemple, moi je me souviens, une des premières fois que je suis arrivé en Libye, j'ai pris un autostoppeur du côté du Jebel Nefoussa, et il m'a dit « Ah, vous êtes français? C'est vrai qu'il y a des cours de berbère à Paris ». Et j'ai découvert, parce que je n'avais pas idée du caractère aigu de ce problème, qu'il y a des tensions identitaires très très fortes entre les berbérophones et les arabophones. Donc le système politique, je l'ai dit, doit permettre à toutes les composantes ethniques, confessionnelles, linguistiques et bien sûr à toutes les couches économiques de vivre harmonieusement ensemble. Après, donc, défis démographiques et défis économiques. Et puis après, il y a les relations. Qu'est-ce que cette région du monde, quel rôle veut-elle jouer vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Afrique noire, vis-à-vis de l'Afrique subsahélienne. Quelqu'un aujourd'hui dans la conférence a éprouvé le besoin de dire « Arrêtez de dire que le Maghreb, c'est entre l'Europe et l'Afrique ». Non, le Maghreb, c'est l'Afrique. Mais c'est vrai qu'on a tendance à considérer le Sahara comme une espèce d'autre Méditerranée et dire dessous, il y a l'Afrique subsahélienne. Et là,
le Maghreb a également une grande disparité économique à gérer, une grande disparité de développement à gérer avec au moins un certain nombre des pays de l'Afrique subsahélienne. À partir du moment où vous parvenez à accoucher d'institutions qui sont fonctionnelles, qui font que les décisions prises sont assumées par l'ensemble de la population, eh bien, on peut se diriger vers une construction comparable à ce qu'a été la construction européenne. Donc on peut retrouver de l'optimisme, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, globalement, je ne suis pas pessimiste eu égard en regardant l'avenir de ces sociétés. Je pense qu'elles ont leur avenir devant elles. Moi, je suis un peu plus pessimiste pour nous autres, au Nord, qui sortons d'une phase d'hégémonie qui était très confortable et qui entrons dans une phase d'incertitude où il nous faut rentrer dans le rang des nations. Et donc, oui, elles arriveront un jour à se coordonner, si elles le font à l'intérieur, à l'extérieur également. C'est dur à dire parce que selon qu'on veut être pessimiste ou optimiste, moi des fois il m'arrive de ne pas être très optimiste et de voir un certain nombre de signaux qui tendent les relations entre le nord et le sud de la Méditerranée. Disons qu'il n'y a pas de raison objective pour que ces tensions liées aux migrations, liées aux différences culturelles et religieuses s'exacerbent, mais il est difficile de nier que bon, ça fait partie du futur possible. Il faut attendre un tout petit peu. Tout ce que je vous ai dit là maintenant, ça s'est relayé par une connaissance un petit peu moins limitée du passé, mais l'avenir, je laisse tout à Madame Soleil.